Bonjour et bienvenue sur la chaîne Climat et Météo Tropicale. Aujourd'hui, je vais entrer un peu plus dans le détail de la transition énergétique et notamment les raisons de l'urgence de sa mise en œuvre. Elle est largement indiquée dans le dernier rapport du GIEC et répétée en boucle depuis par les médias, mais sans explication de fond sur le pourquoi d'une telle urgence. On va dire, comme d'habitude, que seul compte le buzz et jamais la réalité. Allez, on s'y met juste après le générique. Bonjour, je m'appelle Olivier Tisserand et depuis 2008, j'analyse les systèmes cycloniques en Atlantique sur le groupe Facebook Météo Tropicale qui compte plus de 52 000 abonnés. Et lorsque je ne parle pas de cyclones, c'est le plus souvent le climat ou l'énergie qui sont mis au premier plan. Alors abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater de ces sujets et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous cette vidéo. La transition énergétique devient peu à peu un sujet à la mode. Malheureusement, ce n'est pas pour autant qu'il est pris à bras le corps par les dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques. Et les médias n'aident pas à une meilleure compréhension des tenants et aboutissants et surtout des enjeux majeurs qui en découlent. Et pourtant, une énorme majorité des scientifiques spécialistes de ces sujets s'accordent à dire que beaucoup de choses vont se jouer dans les prochaines années. On va dire un quinquennat pour être raccord avec l'actualité. Il ne s'agit pas de dire ici que dans 5 ans on va sombrer dans le chaos, mais simplement que les décisions importantes devront être prises dans cette période. La raison est qu'il y a une énorme inertie pour passer des décisions aux mises en œuvre réelles sur le terrain. Construire des éoliennes, installer des parcs solaires, construire des centrales nucléaires, ça prend énormément de temps. Et ce temps-là, il nous est compté pour atteindre les objectifs à échéance de 2050. On va donc essayer de voir dans cette vidéo pourquoi c'est si important et si urgent. La question de la cause du réchauffement climatique ne fait plus débat chez plus de 95% des scientifiques spécialisés sur le sujet. Les 5% qui restent sont le plus souvent des scientifiques en dehors de leur champ de compétences. Et puis, il y a certaines personnalités qui sont à la recherche d'un buzz qui leur permettra de vendre un livre ou de se faire connaître. On va donc partir du principe que la cause du réchauffement climatique actuellement mesurée est essentiellement anthropique, c'est-à-dire du fait des humains, et qu'il est donc de leur responsabilité de lutter contre ce problème, sachant qu'il les menace directement, mais menace aussi de nombreuses autres espèces, aussi bien animales que végétales. D'ailleurs, nous sommes déjà dans une extinction de masse en termes de biodiversité. L'autre question qui ne fait plus débat chez les scientifiques, c'est celle du couplage entre le niveau de concentration de CO2 dans l'atmosphère et le niveau de température moyen sur la planète. Et ça, on peut le savoir grâce au carottage effectué depuis de nombreuses années sur les glaciers les plus épais sur la planète. Ces carottes de glace permettent de déterminer très précisément la concentration de CO2 dans les bulles d'air enfermées dans la glace. Ces forages sont effectués depuis plusieurs décennies. Ils ont commencé au Groenland avec le projet GRIP, puis se sont ensuite le plus souvent concentrés sur l'Antarctique avec le plus célèbre de tous qui est Vostok, puis celui d'Epica. Désormais, ces forages permettent aux scientifiques de comprendre les évolutions climatiques et leurs liens avec les émissions de gaz à effet de serre sur une période de plus de 740 000 ans. De nouvelles zones de forage sont étudiées pour essayer de remonter au-delà du million d'années. Ces carottages ont permis de résoudre pas mal de questions sur le couplage entre l'évolution de la concentration de CO2 et celle de la température sur la zone. Mais ils ont donné du fil à retordre aux chercheurs, notamment sur les questions de datation des bulles d'air étudiées. Ça avait d'ailleurs soulevé une polémique scientifique sur l'ordre d'apparition des phénomènes de concentration de gaz à effet de serre et de réchauffement. Bien sûr, les climato-sceptiques s'étaient engouffrés dans cette brèche qui a été largement refermée depuis grâce à des progrès importants sur la datation. Ces progrès ont permis de voir que ces événements sont parfaitement synchronisés sur les derniers cycles climatiques, contrairement à ce qui avait été estimé un peu plus tôt. Les avancées de la science sur ce sujet ont été extrêmement importantes ces 2 dernières décennies, et c'est d'ailleurs une des raisons de l'extinction médiatique très visible des opposants au consensus scientifique sur l'évolution du climat. Mais ces forages, au-delà de la corrélation entre gaz à effet de serre et température, ont montré que les évolutions de température n'étaient pas linéaires et avaient connu de forts à-coups. Cette situation est due en partie à ce que l'on appelle les boucles de rétroaction. Celles-ci peuvent être positives et dans ce cas, elles accélèrent l'évolution en s'auto-alimentant ou elles peuvent être négatives et elles ralentissent l'évolution. Parfois, elles peuvent même l'inverser dans certains cas. L'exemple le plus simple de ces boucles de rétroaction, c'est l'évolution de la capacité du sol à refléter le rayonnement solaire, aussi appelé albédo. Vous le savez la plupart du temps intuitivement, mais plus une matière a une couleur sombre, c'est pour cela qu'il fera beaucoup plus chaud dans une voiture noire garée au soleil que dans une voiture blanche garée au même endroit. Cela s'applique bien évidemment au reste, et donc dans notre cas, surtout aux zones où le sol est recouvert de glace. La glace blanche a un fort niveau d'albédo
et reflètent très bien le rayonnement du soleil. Donc, plus il fait chaud, plus elles fond, et plus c'est un sol sombre qui apparaît en dessous et absorbe bien plus la chaleur du rayonnement solaire. Et donc, il fait encore plus chaud, et ainsi de suite. On pourrait d'ailleurs aussi nommer la boucle de rétroaction positive cercle vicieux, en termes moins châtiés. Et c'est maintenant qu'arrive la question de l'urgence et de l'importance de mettre en œuvre des mesures drastiques pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement, de forts à-coups ont lieu et des boucles de rétroaction positive importantes sont déclenchées. C'est en fait une question de seuil. Mais le problème, c'est que les 1,5 degrés, on y sera quasiment inéluctablement avec ce que l'on a déjà émis. Et probablement dans pas longtemps. L'enjeu est donc désormais de tout faire pour éviter de dépasser les 1,5 degrés et de ne pas approcher les 2 degrés pour éviter le déclenchement des boucles de rétroaction positive les plus dangereuses. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de limiter de manière importante nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce que l'on sait aussi parfaitement, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre sont totalement liées à l'utilisation de l'énergie fossile. L'envolée de la concentration encore jamais vue depuis 800 000 ans correspond exactement à l'avènement de la société industrielle. Donc si on veut réduire de manière importante nos émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas d'autre solution que d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Et ça, c'est un défi bien plus difficile que tout ce connu par l'humanité depuis plusieurs siècles. Et enfin, pour boucler la boucle, sans mauvais jeu de mots, on arrive à la transition énergétique, à savoir remplacer des énergies émettrices de CO2 par d'autres qui le sont moins. Notez que j'ai pas dit qu'ils ne le sont pas. Parce que par définition, toute extraction et ou utilisation d'énergie créera de fait des déchets atmosphériques et autres. Les énergies émettrices de CO2, on les connaît très bien, ce sont les énergies fossiles. Essentiellement le pétrole, le charbon et le gaz. Et en plus de saccager notre environnement, ces énergies ne sont même pas renouvelables à l'échelle du temps humain. Les énergies moins émettrices, vers lesquelles il faut aller rapidement, sont celles que l'on appelle renouvelables, à savoir le solaire, l'éolien, l'hydraulique et la géothermie. Je laisse de côté la question du nucléaire pour le moment. Cette question est trop polémique pour une vidéo uniquement orientée vers la vulgarisation. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'énergie, le lien vers la vidéo intitulée « C'est quoi l'énergie ?» est en description sous la vidéo et en fiche juste ici. Une étude un peu cachée dans le dernier rapport du GIEC estime qu'il reste environ 3 ans pour mettre en œuvre une vraie politique de sortie des énergies fossiles. Malheureusement, une fois de plus, les médias se sont emparés de cette info qui était en annexe du rapport et en ont fait les gros titres en la dénaturant totalement. On parle pour le moment d'une analyse isolée dont globalement le rapport ne tient pas compte dans ses conclusions finales et ses résumés. Il n'est en effet pas possible aujourd'hui de mettre ainsi des barrières de temps au-delà desquelles tout serait perdu. Ce qui importe beaucoup, ce sont les tendances, comme toujours. Mais, et très franchement, j'espère que ces scientifiques se trompent, parce que sinon, vu ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans, il est inimaginable que l'on commence à faire ce qu'il faut en seulement 3 ans. Pour info, on est passé de 81% de fossiles dans le mix mondial en 1990 à 80% en 2020. Avec tous les rapports du GIEC, toutes les COP, tous les débats et tout le reste, on a gagné 1% en 30 ans. Et pire encore, durant ce laps de temps, on a presque doublé notre production d'énergie, donc l'utilisation in fine d'énergie fossile. Les efforts qu'une telle baisse implique sur une si petite période et la conjoncture géopolitique actuelle sur l'énergie ne s'y prêtent absolument pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les objectifs de limitation du réchauffement passent par un arrêt de nos émissions, ou du moins à un zéro net carbone, c'est-à-dire émettre uniquement ce que la nature et la technologie peuvent capturer. Ce qui va faire changer la température qui sera atteinte, c'est uniquement la date à laquelle on sera au zéro net carbone. Par exemple, si on vise les 1,5 degrés, il faudra être à ce zéro net à échéance 2050, ce qui implique d'avoir déjà réduit de 50% nos émissions en 2030. Et juste pour donner un petit exemple de ce que cela représente, pour y arriver, il faudrait baisser de 70% la consommation mondiale de charbon d'ici 2030. Oui, dans 8 ans. Vous voyez un peu la nature du problème. Les efforts qu'une telle baisse implique sur une si petite période et la conjoncture géopolitique actuelle sur l'énergie ne s'y prêtent absolument pas. Si le zéro net arrive en 2070, au lieu de 2050, l'élévation de température sera autour de 2 degrés. Et si on n'arrive pas au zéro net, alors la température s'élèvera à plus 3,5, voire plus 5 degrés à la fin du siècle, ce qui serait une catastrophe absolument majeure pour notre civilisation et la biodiversité. Il est donc absolument évident qu'il faut s'y mettre tout de suite et très fort, si on veut avoir un espoir, même assez mince, de s'en sortir. Mais surtout, d'éviter aux gosses d'aujourd'hui de vivre dans un véritable enfer lorsqu'ils seront adultes. Il faut donc impérativement faire des choix de société forts dès aujourd'hui. On n'a plus vraiment le temps de polémiquer sur les habituelles questions dogmatiques. Parce que dans les faits, si on veut garder un mode de vie qui ne soit pas trop dégradé, il nous faudra absolument tout ce qui est disponible en énergie et qui n'émet pas de CO2.
Et aussi comprendre que chaque tonne de CO2 que l'on n'émet pas aura au final beaucoup d'importance. Donc, quels que soient nos niveaux d'émissions nationaux, on ne doit pas éluder ce problème. J'en profite pour vous dire que si vous voulez que je traite certains sujets, toujours dans le triptyque cyclone, climat, énergie bien sûr, pas sur la pêche ou la cuisine, vous pouvez le faire en commentaire de cette vidéo ou directement sur Twitter. Et le lien de mon compte est d'ailleurs en description. Vous savez désormais pourquoi la question de la transition énergétique est primordiale et très urgente. Malheureusement, on nous la vend dans les médias comme une simple opposition entre telle énergie et telle autre, et pendant ce temps, un Français continue à émettre autour de 10 tonnes de CO2 chaque année. Alors attention, c'est le chiffre de l'empreinte carbone qui prend en compte nos importations, nos émissions directes étant d'environ la moitié. Alors bien sûr, c'est pas volontaire ou intentionnel, c'est juste une conséquence de notre mode de vie. Et même si on n'est pas les pires en termes d'émissions par personne, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Mais en l'occurrence, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour porter un jugement, mais pour donner les tenants et aboutissants de cette situation de manière la plus compréhensible possible. Voilà, cette vidéo encore une fois très dense est terminée. J'espère que vous avez tenu le coup, mais ces sujets sont extrêmement importants. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Salut!